Bismillah. Seul le cristal pouvait apporter une réponse aux nombreuses questions qu'il se posait. Cependant, il y avait un empêchement majeur. Il existait dans la sphère un mécanisme qui permettait au cristal de parler. Au sens littéral du terme, à Jarvis. Privé de cet appareillage, il n'avait plus aucun moyen d'entrer en contact avec Jarvis. Un jour prochain, le cristal le lui avait promis avant de se taire. Il pourrait de nouveau communiquer. Quand et comment le dialogue serait rétabli, Jarvis n'en avait pas la moindre idée. Désormais, le cristal n'était plus en apparence qu'un objet inerte sans intérêt. Pourtant, il fonctionnait toujours. Aurait-il le temps de patienter jusqu'à ce que le cristal trouve enfin un moyen de renouer leur conversation interrompue? Jarvis se refusait à le condamner sans entendre sa défense. Mais ses compagnons n'auraient pas la même indulgence. Il y avait encore un espoir. Si les chasseurs n'avaient pas déjà démonté la sphère, ils pourraient enfin savoir. Le courant les avait entraînés loin de l'île. Il serait plus difficile d'y revenir. Une semaine de navigation, 6 jours avec beaucoup de chance, et puis quel accueil lui réservait Kildare? Une autre question revenait, lancinante. Pourquoi l'avait-on choisi, lui, Jarvis, si les envahisseurs avaient eu besoin seulement d'un navire pour les emmener jusqu'à la terre des hommes? Pourquoi ne pas s'être contenté du navire des hommes des 3 îles? Le cristal avait menti, ou du moins n'avait pas tout dit. Mais les suppositions d'Uriel et de Groen étaient fausses également. Il manquait une pièce, sans laquelle tout le navire coulait de quelque manière qu'on se prit pour le faire flotter. Mais laquelle? Cette question résumait toutes les autres. Le cristal ne pourrait se dérober, ni mentir une nouvelle fois, si seulement il avait accès à la sphère. Ses doigts se crispèrent sur la barre. Une irrépressible angoisse s'empara de son être. Il eut un haut-le-cœur. Il lui sembla que la silhouette d'Uriel se dessinait à quelques décimètres de lui. Il vit son visage indistinct, comme à travers une vitre embuée. Puis les yeux, avec précision, froids, haineux, et le désespoir lui tordit le cœur. Il serra les dents pour ne pas hurler. Il grelotta. C'était fini. La chaleur revenait lentement dans ses membres. Il jeta un regard suspicieux aux champignons. Ils avaient atteint leur taille maximale. Désormais, leur vue procurait un certain malaise, mais d'un commun accord, les humains avaient décidé de ne rien faire pour les détruire. D'une part, Uriel voulait étudier leur développement. D'autre part, les jeter à la mer était courir le risque de répandre la contamination. Il repensa en frémissant à l'hallucination qu'il venait d'avoir. Plusieurs fois, ces derniers jours, il avait été saisi d'angoisse irréfléchie ou d'un désespoir subit. Il s'était d'abord agi d'impressions vagues, puis elles s'étaient précisées. Comme ni Uriel ni Groan ne semblaient souffrir du même mal. Il avait eu ces malaises. Peut-être devrait-il cependant les avertir. Son état s'aggravait. D'habitude, il n'éprouvait pas d'hallucination visuelle. À côté de lui, sur le pont, 2 taches noires, l'ombre portée par les champignons accrochés au haubans. Bismillah. Nous y sommes, dit Gawain en désignant la silhouette basse de l'île. Soudain, une gigantesque gerbe se souleva en son centre, projetant des débris dans tous les sens. Avec un décalage de plusieurs secondes, un roulement de tonnerre leur parvint. Ils font sauter l'île, s'écria Jarvis, ses doigts crispés sur le plat-bord blanchissaient aux jointures. Il tremblait de rage. Pourquoi les chasseurs avaient-ils provoqué cette explosion? Pour détruire toute preuve au cas où Jarvis se plaindrait, malgré tout, au Parlement de Balmine? Parce qu'ils s'étaient eux-mêmes rendus compte du danger représenté par la mystérieuse végétation de l'île? Ou plus simplement, s'agissait-il d'un accident survenu au cours d'une tentative pour démanteler la lourde sphère d'acier? Si Kildare détruit l'île, c'est qu'il l'a chargé ses navires, commenta Uriel. Le convoi est en route. Sans doute, approuva Jarvis, encore bouleversé par la déception. La flotte devait les rejoindre il y a 3 ou 4 jours, en tenant compte du temps nécessaire au chargement. Ils ont au moins 2 jours d'avance.
Bah, s'exclama Groen, que le naufrage de l'île avait régaillardi. La Venflo est racée. Ils sont chargés, nous les rattraperons pas sans mal. Je l'espère, murmura Jarvis entre ses dents. Dans ce souhait entraient des motivations troubles. Seul, il ne pouvait rien tenter contre Kildare, mais il ne lui pardonnait pas la destruction de la sphère. Si quelque chance de se venger se présentait à lui, il ne la laisserait pas échapper. Il faut absolument les rejoindre avant qu'ils se séparent, dit-il. Se séparer, pourquoi faire? Pour limiter les risques en cas de mauvaise rencontre. Je connais Kildare. Il est dans sa manière d'agir ainsi. De petites escadres, voire des navires isolés, attirent moins l'attention qu'un convoi. Toute voile dehors, la Venflo bondissait vers son but. Enfin, Jarvis put apercevoir à la jumelle la flotte de Kildare. Il gagnait du terrain sur elle. L'écart se réduisit. Encore pendant la journée, sans doute, les chasseurs avaient-ils repéré la Venflo, mais ils ne faisaient rien pour l'attendre. La nuit tomba, une nuit sombre qu'éclairait seulement la timide Doris. Jarvis s'efforça de maintenir le cap, espérant que les chasseurs faisaient de même. À l'aube, une surprise l'attendait, dont il ne pouvait dire si elle était agréable ou non. Il ne voyait plus la flotte des chasseurs, qui avait changé de route. Par contre, 3 bâtiments croisaient assez près de la Venflo. Parmi eux, le 3-mâts de Kildare. Ils étaient si proches que la collision avait dû être évitée de peu pendant la nuit. Jarvis rendit hommage au talent de navigateur de son adversaire, qui avait su prévoir la route de la Venflo avec assez de précision pour fixer ce rendez-vous inopiné. Les bâtiments des chasseurs manœuvraient à présent pour resserrer la Venflo. À la hauteur de la ligne de flottaison, on devinait qu'ils étaient exempts de tout chargement. Kildare avait constitué son escadre en convoi, susceptible d'être attaqué par des pirates. Cela voulait dire qu'il était prêt au combat. Envoie le pavillon jaune, ordonna Jarvis à Groen. Dans le langage des gens de mer, le pavillon jaune signifiait épidémie à bord. Groen, surpris, marqua un temps d'hésitation avant d'exécuter la consigne. La manœuvre déconcerta les chasseurs, qui suivirent une route parallèle à la Venflo. C'était une chance qu'il soit 3 navires. Entre la décision et l'exécution des ordres, il se passait un temps que Jarvis pourrait mettre à profit. Les chasseurs devaient s'interroger sur la sincérité de la mise en garde de Jarvis. Ils avaient vu le Elanite et ses compagnons partir sains de l'île étrange. Il pouvait s'agir d'une ruse. D'un autre côté, qui savait quel piège recelait l'île flottante? Le bâtiment des Kildare se rapprocha, mais Jarvis constata avec plaisir que les autres restaient à distance respectable. Avec bon vent arrière grâce à la souplesse du sloop, il pourrait s'échapper. Ohé, de la Venflo, que se passe-t-il? Est-ce toi, Kildare? Une longue silhouette se détachait à contre-jour sur le château arrière du navire des chasseurs. Une cape flottait sur ses épaules, mais l'embrasement de l'aube empêchait d'en distinguer les traits. Soudain, Jarvis eut une vision précise. À quelques centimètres de ses yeux, il aperçut le visage de l'homme. L'impression avait été fugitive, mais suffisante. Il ne s'agissait pas de Kildare, cependant. C'est bien moi, répondit l'homme, que la voix déformée par le porte-voix ne risquait pas de trahir. Aurais-tu des ennuis, Jarvis de Hellon? Kildare aurait employé ce ton ironique. Pouvait-on se fier à ses hallucinations? Jarvis souffla Uriel. Regarde, la barre de flèche, il y a un champignon. Nous sommes contaminés par des végétaux inconnus, cria Jarvis. Nous aussi. Et alors? Évidemment, comment leur expliquer? Où donc était Kildare? Nous avons tout lieu de penser qu'ils sont dangereux, cria Jarvis. Le chasseur jeta un regard vers leur mâture. Ils avaient donc repéré les champignons. Sachant ce dont ils étaient capables, il paraissait surprenant qu'ils ne les aient pas détruits. Mais à la réflexion, cela s'expliquait. Il suffisait d'éviter de passer à la verticale des champignons. D'ailleurs, même si un marin imprudent se laissait prendre au piège, on ne tarderait pas à le dégager. Kildare devait penser qu'il serait au contraire très intéressant de posséder quelques-unes de ces armes naturelles et inconnues des Thalassiens. Est-ce pour nous dire cela que tu nous as pris en chasse? Demanda le chasseur. Oui, il ne faut pas ramener les semences à terre. De nouveau, l'homme regarda dans la direction des parasites. Ce n'est pas Kildare, s'écria Uriel, qui observait le chasseur à la jumelle. Je l'ai vu nettement de profil quand il a levé la tête. Ce n'est pas Kildare. Je le savais, répondit Jarvis. Ne me demande pas pourquoi, mais je l'ai su tout de suite.
Je t'envoie un canot, s'écria le chasseur. Nous en discuterons mieux à bord. Déjà, les chasseurs s'activaient pour mouiller l'esquif. C'est un piège. Cette impression frappa Jarvis comme un coup de poing sur la nuque. Kildare, si seulement je savais où il est, pensa Jarvis, et de nouveau une pensée brutale envahit son cerveau. Derrière, éperonnage. Barre à virer, bâbord toute, hurla-t-il à l'intention de Groen. Tout à son entretien, Jarvis n'avait pas surveillé d'assez près les deux autres navires. L'un d'eux s'approchait dangereusement, avec l'élan de toutes ses voiles. Il s'apprêtait à éperonner la Venflo par l'arrière. S'il broyait le gouvernail, il priverait le sloop de toute possibilité de manœuvrer. Groen, exécutant immédiatement l'ordre de Jarvis, évita la catastrophe. Sur le pont du navire des chasseurs, Kildare, furieux, assistait à l'échec de sa ruse. Pour distraire l'attention de Jarvis, il avait imaginé de se faire remplacer sur son propre bâtiment par un complice jouant son rôle, ne laissant à aucun autre le soin de commander l'éperonnage de la Venflo. Mais sa proie lui échappait. La chasse est ouverte, dit Jarvis en remplaçant Groen à la barre. Voyant que sa manœuvre avait échoué, Kildare continua cependant sur son air. Il cherchait à couper le vent de la Venflo. Contre 3 voiliers de cette tenue, Jarvis aurait fort à faire. Je ne m'en sortirai pas sans ton aide, murmura Jarvis. C'était au cristal qu'il s'adressait. Un courant. Il lui fallait gagner un courant. Sans cela, il n'avait aucune chance. La partie avait été plus rude qu'il l'avait cru tout d'abord. La souplesse de la Venflo n'aurait eu aucun mal à venir à bout de la puissance d'un voilier de la taille de ses adversaires. Mais ils étaient 3, manœuvrant de concert pour le cerner. D'un bâtiment à l'autre, les ordres de Kildare étaient transmis par l'intermédiaire d'un jeu complexe de fanion dont Jarvis ne pouvait comprendre la signification. Il n'avait pas besoin de cela. Les messages lui parvenaient avec une précision plus grande de minute en minute. À présent, il entendait Kildare comme s'il se trouvait sur son propre navire, et il commençait à pouvoir penser en même temps qu'il recevait ses assauts de l'extérieur. La preuve était faite, le cristal et lui pouvaient communiquer sans le secours de la sphère. Les angoisses, les visions plus ou moins nettes qu'il avait éprouvées étaient dues aux tentatives du cristal pour établir un contact avec le cerveau de Jarvis. À présent, le cristal maîtrisait cette technique délicate, mais cela risquait de n'être d'aucune utilité. Seul Jarvis recevait les messages du cristal. La fatigue pesait sur ses membres. Pourtant, il hésitait à confier la barre à Groen. Il faisait véritablement corps avec la Venflo. Le sloop réagissait comme un animal docile et nerveux. La moindre hésitation pouvait compromettre leur salut. Or, la question se posait de savoir combien de temps encore ils pourraient supporter le train infernal de la poursuite. Jarvis, voile à l'horizon, s'écria Uriel. Des Mirans, je crois. Tu en es sûr? Je le crois. Les voiles sont triangulaires. Surprenant. Ils se trouvaient loin d'un itinéraire prévu. Et en cette saison, les Mirans remontaient plutôt vers le nord. Peux-tu le confirmer? Pensa Jarvis à l'intention du cristal. La réponse vint tranchante. Non, pas d'observateur sur place. Cela éclairait d'un jour nouveau le rôle des champignons. Ils étaient les organes d'essence de la machine. Ou peut-être qu'Uriel avait raison. Les champignons étaient plus que cela. Des entités étrangères que le cristal nommait les créateurs et dont il s'était bien gardé de montrer l'image à Jarvis. Ce n'était pas le moment de se livrer à ce genre de supposition. Que le cristal agisse de sa propre initiative ou se contente de relayer les informations fournies par les champignons importés moins, dans l'immédiat, que le contenu du message. On voit le signal de détresse, dit Jarvis à Uriel. La fusée s'éleva dans un sifflement aigu, éclata, fleur de sang, avec une détonation sèche. Le temps se figea, puis la réponse vint enfin. Les Mirans avaient aperçu la fusée et se déroutaient. Kildare abandonne la poursuite, prévint le cristal. Effectivement, les navires des chasseurs s'éloignaient insensiblement de leur proie. On dirait qu'ils nous lâchent, dit Groen. C'est curieux, commenta Uriel. Je croyais Kildare plus tenace. Nous ne rejoindrons pas les Mirans avant la nuit. Il a quelque chose en tête, dit Jarvis.
J'ignore encore quoi, mais je ne désespère pas de l'apprendre. Le plus tard sera le mieux, maugréa Groen, croyant une plaisanterie, mais les yeux d'Uriel se firent graves soudain. C'est grâce à lui que tu as pu passer à travers les mailles du filet, n'est-ce pas demanda-t-elle. Elle n'avait pas besoin de préciser davantage qu'elle évoquait. Jarvis acquiesça. Il expliqua comment il avait été prévenu des moindres intentions de Kildare. Tu ne peux plus reculer, lui dit Uriel. Il existe entre toi et le cristal un lien que nous ne soupçonnions pas. Tu dois savoir lequel. Tu penses donc que je puis apprendre la vérité? Il avait posé la question sur un ton ironique, mais Uriel n'eut pas la réaction qu'il attendait. Son regard grave se mouilla de larmes. J'ignore ce qui s'est passé dans la sphère. Je ne crois pas que tu le saches non plus, mais ce cristal a fait de toi quelque chose de différent. En te sauvant, le cristal en a fait la preuve. Il ne peut plus reculer lui non plus. Un instant, coupa Groen. Rien ne nous prouve qu'il ne va pas mentir une fois de plus. Non, répondit Uriel, rien ne le prouve. Pourtant, il a choisi, le moment venu, de nous soutenir, alors que la flotte de Kildare est prête à propager l'invasion. Et puis, elle hésitait à formuler l'intuition qui, en elle, se tenait déjà de remords. Pardon. Et puis, dit-elle, si les champignons pouvaient entendre ce qui se passait sur le bâtiment de Kildare, ils pouvaient de même prévenir le cristal de nos intentions. Malgré tout, il a choisi notre camp. Jarvis retrouvait dans son souvenir le goût amer des angoisses qui le submergeaient naguère. Quand le cristal cherchait à entrer en contact avec lui, puis la voix intérieure s'était enflée. Elle avait résonné, claire et précise. Dans sa tête, ses propres pensées, d'abord brouillées, avaient fait écho aux renseignements qu'elle donnait. Et tandis qu'il déjouait les pièges tendus par ses poursuivants, Jarvis avait éprouvé une exaltation inconnue. Il était lui-même et en même temps il se dépassait. Tout en conservant son identité, sa conscience, il avait été un autre. Il avait déjà éprouvé ce sentiment dans la sphère, alors qu'inconscient, il lui semblait voguer parmi les étoiles, plongé au cœur de l'océan planétaire et émergé dans un déferlement d'algues et d'écume. Mais alors, il n'était plus lui-même. Sa mémoire était fondue à celle de la machine, tandis que pendant la poursuite, il avait à tout moment dominé la situation. Les choix avaient été siens, puis la voix s'était tue. Jarvis avait ressenti cette absence comme une perte, celle d'un ami, d'une partie de soi. Il avait éprouvé un certain inconfort de constater qu'Uriel avait compris son trouble. Il ne lui restait qu'à choisir à son tour son camp. Que fait Kildare? Jarvis avait posé la question à haute voix. Il ne maîtrisait pas encore les mécanismes de la communication avec le cristal, et ainsi il partageait avec ses compagnons un peu de son pouvoir. La réponse se fit attendre. Jarvis craignit soudain que la communication ne fût définitivement interrompue. Enfin la voix intérieure se fit entendre. Je ne sais pas, ils sont trop loin. Le cristal n'était pas invulnérable, il se trouvait même en position de faiblesse. Seule la difficulté de la partie qu'il jouait expliquait aux yeux de Jarvis les détours qu'il s'était imposés. Quel lien existe-t-il entre les champignons et toi? De nouveau, l'absence, un blanc mental. Tu ne veux pas répondre, insista Jarvis. C'est difficile à exprimer. Il n'y a guère de mots. Alors, sans prévenir, le cristal entraîna Jarvis dans les méandres de sa prodigieuse mémoire. Comme cela s'était passé dans la sphère, un flot d'images envahit l'esprit du Hélanite. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'un voyage dans l'espace. En un instant, Jarvis vit se dérouler l'histoire d'une planète, la naissance d'une civilisation, entraînée par les forces titanesques, nées au cœur des galaxies. Une masse de gaz et de poussière tourbillonnait, la matière s'amalgama, une nouvelle planète naquit. La pression alluma le feu central. De la chaleur naquirent les cristaux, emprisonnés au cœur d'une roche qui refroidissait lentement. Le temps passa, avec son cortège de vent, de sable et de pluie. Les montagnes devinrent collines. De la roche érodée, les cristaux furent arrachés. Ils roulèrent au creux des vallées, au fond des torrents, et les siècles passèrent, qui sur eux n'avaient pas d'effet. Pendant ce temps, la vie apparaissait dans les mers chaudes et peu profondes. Dans les mares tièdes qui bordaient les continents, commença la longue lutte des espèces,
par laquelle la vie évolue. De proche en proche, elle gagna tout l'océan pour se lancer un jour à la conquête des terres émergées. Parmi les végétaux, une espèce prospéra particulièrement, encore très proche de leurs origines marines. Ces plantes se présentaient sous la forme d'une masse gélatineuse dans laquelle baignaient des cellules riches en chlorophylle. C'était la chlorophylle qui, en captant l'énergie solaire, leur avait permis de s'affranchir de leur milieu d'origine. Ces plantes pouvaient, dans une mesure limitée, imprimer à leur masse un mouvement en contractant ou dilatant certaines poches emplies d'air. En outre, elles possédaient une ébauche de système nerveux qui transmettait au centre moteur les impulsions reçues par des organes des sens primitifs. Cette particularité leur permettait de se diriger vers les sols riches en sels minéraux dont elles avaient besoin. Ne possédant pas de racines, elles devaient absorber les sels en se nourrissant de terre. Sans doute fut-ce ainsi qu'elles avalèrent certains cristaux. Certains s'accrochèrent dans le réseau nerveux des plantes. Les cristaux avaient une particularité physique, qui firent d'eux les précieux alliés des champignons. Leurs molécules pouvaient accumuler l'électricité et la libérer, transmettant ainsi un influx de proche en proche. L'énergie contenue dans les plantes fournit cette électricité. Au cours des âges, on vit donc apparaître des végétaux qui possédaient un nouvel avantage, la mémoire. De la rencontre du règne minéral et du règne végétal était née cette chose nouvelle, une plante intelligente. Plus le cristal d'une plante était gros, plus grande était sa mémoire. Les cristaux pouvant émettre et recevoir des messages de leurs semblables, les progrès accomplis par ces intelligences furent énormes. Il suffisait de quelques secondes à un cristal pour transmettre toute l'expérience de son végétal. La capacité d'apprendre de ces êtres ne connaissait pas de limite, puisqu'il suffisait à un végétal d'absorber un nouveau cristal pour accroître les capacités de sa mémoire. Cependant, ces intelligences se savaient à terme condamnées. Les végétaux se reproduisaient, pas les cristaux. Les plantes prirent donc l'habitude de se réunir autour des gisements de cristaux. Ainsi, leur progéniture avait plus de chances d'acquérir à son tour l'intelligence. Mais les animaux qui s'en nourrissaient tirèrent rapidement avantage de ces rassemblements qui mettaient tant de nourriture à leur portée. Bien souvent, les végétaux enviaient les anses. La mobilité des animaux, ils avaient appris les bienfaits de l'union. L'idée s'imposa à eux d'une association avec ces êtres capables de se déplacer. C'est alors qu'intervinrent les créateurs. Les créateurs étaient des animaux qui n'avaient pas atteint le stade du langage. Ils avaient néanmoins un cerveau développé et, avantage sans équivalent, des mains. Cette particularité fut à l'origine du nom que leur donnèrent les cristaux. Ayant fait choix de ces animaux, les cristaux entrèrent en résonance avec leur système nerveux. Les créateurs apprirent à communiquer entre eux par l'intermédiaire des cristaux. Ayant ainsi acquis le langage, les créateurs avaient accompli un bond fantastique dans le cours de leur évolution. Ils apprirent aussi à assembler les cristaux pour obtenir des mémoires d'une contenance énorme. Ils passèrent maîtres dans la technique et la réalisation des projets élaborés par les végétaux. Ils apportèrent également aux autres formes d'intelligence le goût de faire des choses en apparence inutiles, simplement parce qu'ils les trouvaient belles. De la rencontre des trois règnes était né un être composé, qui n'était ni un minéral, ni un végétal, ni un animal, mais les trois à la fois. Un être qui n'avait aucun équivalent, un être qui marquait le début du quatrième règne. Très vite, le quatrième règne domina Trécène, la planète où il avait vu le jour. Il entreprit la conquête de l'espace. C'est alors qu'il connut ses limites. Les cristaux étaient inaltérables. Les végétaux possédaient une longévité importante. Mais les créateurs mouraient. Ce qui pendait longtemps ne fut qu'une fatalité liée à la présence d'un animal dont le composé devint une véritable tragédie le jour où l'on s'aperçut que l'espèce s'éteignait. Les créateurs avaient été artificiellement hissés au niveau de l'intelligence. Le goût de l'effort, le sens du défi leur échappaient. Ils ne savaient pas lutter, or ils étaient assez évolués pour prendre la mesure de leur faiblesse. Intégrés au quatrième règne, ils étaient tout. En dehors de lui, ils n'étaient rien. Ils ne supportaient pas cette idée. Ils mouraient de ne plus vouloir vivre.
Il n'y avait qu'une solution, les exclure de l'ensemble, les laisser revenir à cette animalité primitive à laquelle, inconsciemment, ils aspiraient. Alors ils franchiraient seuls les étapes de l'évolution. Sur le plan de la stricte nécessité vitale, les végétaux pouvaient désormais se passer des créateurs. Ils possédaient des machines pour se déplacer, se protéger et assurer les travaux ordinairement menés à bien par les créateurs. Mais il n'est jamais agréable de s'amputer d'une partie de soi. Les créateurs apportaient beaucoup plus que cela. Ils étaient des artistes, ils rêvaient, ils avaient sur le monde des idées grandioses et embellissaient la réalité simplement perçue par les végétaux. La perte de cette composante serait durement ressentie par le quatrième règne. Pourtant, à choisir entre cette solution et la mort des créateurs, ils avaient préféré la première. Or, certains éléments refusaient cette décision. Ils ne discutaient pas la nécessité de sauver les créateurs, mais selon eux, il existait une autre voie. Puisqu'on avait entrepris l'exploration de l'espace, pourquoi ne pas partir à la recherche d'une espèce susceptible de remplacer la composante animale de l'ensemble, et qui serait suffisamment évoluée pour supporter l'intégration au quatrième règne. C'était leur choix. On ne pouvait les empêcher de le croire bon, mais eux-mêmes n'avaient pas le droit d'imposer leurs avis au grand nombre, en raison des conséquences que cette opinion pouvait avoir. Sachant ce que l'introduction d'une espèce nouvelle apportait de perturbations dans l'équilibre d'une planète, les cristaux étaient opposés à ce que les renégats ramenassent leur découverte. Leur vaisseau spatial s'était enfoncé dans la nuit sans espoir de retour. Encore ébloui, Jarvis jeta un regard surpris sur ce qui l'entourait. Uriel se penchait sur lui, inquiète. Groen avait saisi la barre. Prenant appui sur sa compagne, Jarvis se leva et scruta la mer. Le voile Mirans ne s'était guère approché. Son évanouissement avait été de courte durée. Uriel confirma cette impression. Pourtant, il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée entre l'instant où les premières images avaient pénétré son cerveau et celui où ses yeux s'étaient ouverts sur le visage soucieux d'Uriel. Il s'agissait d'une illusion. D'un point de vue purement subjectif, il savait désormais par expérience comment les végétaux se transmettaient leur savoir. D'un bloc sans nuance, en un instant, cette fois le cristal n'avait pas menti. Que s'est-il passé demanda Uriel. Ce n'est rien, la rassura Jarvis, en caressant ses cheveux. J'ai maintenant la réponse que nous attendions. Je sais ce que le cristal est venu chercher sur Thalassa. À grands traits, il résuma la révélation qu'il avait eue. Uriel écoutait, médusé. Ainsi ce cristal inerte, ces champignons amorphes, étaient des rebelles. Ils avaient choisi l'exil plutôt que renoncer à ce qu'ils croyaient juste. Elle comprenait à présent pourquoi, entre tous les Thalassiens, ils avaient choisi de contacter Jarvis. Jarvis de Elan est un paria, un hors-la-loi. Qu'attendre de lui, sinon qu'il se conduise comme un pirate? Kildare se tut un instant, parcourant du regard les équipages assemblés. Aucune voix ne s'éleva pour prendre la défense du Elanite. Lorsque je vous ai fait part de mes soupçons, certains ont mis ma parole en doute. Ils s'en est même trouvé pour défendre le rebelle sous prétexte qu'il avait été des nôtres autrefois. Ils oubliaient sans doute que la confrérie avait dû l'exclure pour sa conduite inacceptable. Ils oubliaient qu'il fréquente les Mirans. Ils oubliaient que les Mirans sont des pirates. Cela ne m'ont pas cru, quand je leur ai dit que Jarvis rejoindrait ses complices pour fondre sur notre convoi et voler le métal que nous avons arraché à la sueur de notre front à cette île dangereuse. Qu'en disent-ils maintenant? Il est trop tard pour douter. Nous avons frôlé la catastrophe. Si je n'avais pris le Elanite de vitesse, il serait actuellement en train de préparer son ray. Ah, je le vois d'ici, avec ses complices, fourbissant leurs armes, vérifiant une dernière fois le fil de leur fer, riant à l'avance du bon tour qu'il nous a joué, en nous laissant croire qu'il abandonnait la partie, racontant à ses alliés comment il s'y est pris pour se décharger du travail sur nous. Ne croyez pas qu'il renonce parce qu'il se sait découvert. Les Mirins ont toutes les audaces.
Ils comptaient sur la surprise, mais si celle-ci eût facilité leur victoire, elle n'est pas, croit-il, indispensable à leur sinistre projet. Ils vont attaquer, n'en doutez pas. Il laissa son assistance méditer la perspective. Les Mirans passaient pour de farouches adversaires. Les navires étaient pour la plupart lourdement chargés. Les nomades n'auraient aucune peine à les rattraper. Kildare tenait enfin l'occasion de se débarrasser de Jarvis. Dès qu'il avait aperçu au loin la flotte Miran, il l'avait compris. Les derniers partisans du Elanite seraient contraints de participer à l'Alali. La meilleure défense, dit-on, c'est l'attaque. Il n'y eut aucune protestation.